Bonjour Samuel, bonjour Jean-Frédéric, bonjour tous les autres qui pourraient écouter cette vidéo. J'ai avec attention écouté, assisté à la présentation de Jean-Frédéric sur les capteurs de puissance liés à la course à pied parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis quand même déjà 4-5 ans et je suis le dossier parce que je vois un intérêt à s'entraîner en fonction de ça. Par contre, j'ai pas changé quoi que ce soit dans ma manière de prescrire les entraînements. Je suis coach, pour ceux qui ne le savent pas, ou de m'entraîner moi-même. Je suis aussi athlète, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai rien changé depuis les premiers, ce que j'appellerais en ce moment, balbutiements de l'intégration de la puissance dans la course à pied. Donc, la présentation de Jean-Frédéric m'intéressait pour voir qu'est-ce que lui faisait avec ça, puis aussi son justificatif qui l'amène à utiliser la puissance. Ben, je vais vous avouer qu'après avoir écouté la présentation, je suis pas plus convaincu qu'avant qu'on est prêt à utiliser ça. Et je réponds en quelque sorte aux vidéos à la présentation Facebook en vous expliquant pourquoi je pense que la puissance, c'est pas encore une bonne idée. Mais je vais tout de suite concéder quelque chose. Pour un coureur de trail, donc où il y a des bons dénivelés, où la vitesse n'est pas très élevée, où il y a beaucoup de sections techniques, je pense que la puissance peut être une bonne option. Mais pour tout ce qui est course sur route, course sur piste, cross-country et surtout course sur route, je pense pas que la puissance, ça soit encore quelque chose qui est au point. Donc, assez pour qu'on l'utilise. Je vous annonce tout de suite mes couleurs. Je vais faire un long détour pour vous présenter ce que j'en pense. Euh, c'est pas un détour inutile, je vous rassure. Premièrement, il faut remettre les choses dans un certain contexte. C'est que on va toujours prescrire les entraînements en fonction d'un paramètre qui, lui, va être choisi par sa capacité prédictive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va prescrire un entraînement par zone, que ça peut être des zones d'allure, de fréquence cardiaque ou ici de puissance, en fonction de quoi? De la croyance qu'on a que cette unité-là qu'on choisit de mesure va permettre de faire une prédiction de la performance. Prenons l'exemple du VO2 max. Dans les années 90, la prédiction d'entraînement était basée sur le VO2 max. On prenait un test à l'effort. L'athlète avait un VO2 max identifié de tant de millimoles par kilo par minute. Et à partir de là, on pouvait, pensait-on, déterminer quel était son espoir de performance sur telle ou telle distance. Et donc, du coup, on faisait des entraînements basés sur cette évaluation du VO2 max-là, en disant à l'athlète, tu vas travailler à X% de ton VO2 max. Je mets ça concret, je me prends en exemple. J'en ai fait des tests de VO2 max avec toute la patente là, en laboratoire. J'ai un VO2 max de, grosso modo, 70. Selon les tests, entre 68 et 72. Ça a toujours été ça dans les 20 dernières années dans mon cas. Donc, à partir d'un VO2 max de, mettons, 70, on est capable de prédire quel devrait être mon chrono sur 5 km. Il s'avère que selon les chartes de VO2 max, un VO2 max de 70 dit que je devrais être capable de courir un 5 km, entraînement correspondant là, derrière, en bas de 15 minutes. Donc, si je m'entraîne en fonction de mon VO2 max, je devrais être normalement, en bout de ligne, capable de courir un 5 km en bas de 15 minutes. Ce que je ne peux pas faire, mon record personnel est à 16 minutes 44. C'est bien, mais je suis même pas proche de 14 quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte vers la fin des années 90 que l'idée du VO2 max avait beaucoup de limites, que c'était pas une unité de mesure vraiment complète. C'est un indice, le VO2 max. Ça nous donne un aperçu du potentiel de la performance. Mais ça ne dit pas tout. En fait, il manque d'autres choses. Moi, ce que ça m'apprend, mon VO2 max à 70, c'est que si je ne peux pas courir dans 14 minutes aux 5 km,
c'est pas à cause de ma capacité d'extraire l'oxygène dans l'air et de l'amener à mes muscles. C'est pas ça qui m'empêche de faire en bas de 15 minutes. C'est autre chose. Donc, on a mis de côté le VO2 max en course à pied. Dans chaque sport, on a fait un peu le même processus de réflexion. Mais ça va aussi beaucoup, ce processus-là, avec la possibilité qu'on a de mesurer ou d'avoir quelque chose d'utile pour prédire la performance. Est-ce qu'en natation, on s'entraîne en fonction de la vitesse? Non. Est-ce qu'on s'entraîne en fonction des capacités cardiovasculaires, avec des zones 1, 2, 3, 4 correspondant aux fréquences cardiaques maximales? Non. Est-ce qu'on s'entraîne en fonction de la puissance? Comment est-ce qu'on mesurerait ça? Tu sais, la puissance appliquée dans l'eau quand on se pousse contre la masse d'eau, les capteurs de puissance dans les mains, ça dirait rien. Ça ne dirait rien de la possibilité de performer. Pourquoi? Parce qu'en natation, le déterminant numéro 1, c'est la technique. Donc, en natation, l'entraînement est basé sur quoi? Sur des éléments qui cherchent à maximiser le coefficient de pénétration dans l'eau, l'hydrodynamisme, l'effet de flottaison. C'est technique la natation. Et ça explique pourquoi même le gars le plus fort, on va parler de puissance, le plus puissant, peut se faire battre par une fille qui a commencé la natation en bas âge et qui a ça intégré techniquement en elle, même si elle est sédentaire depuis longtemps. Ou ça explique la composante technique, pourquoi quelqu'un qui a un excellent cardio va se faire ramasser, mais royalement en natation, contre quelqu'un qui a un cardio horrible, mais qui est techniquement efficace. Donc, en natation, on a fait des choix. En vélo, c'est beaucoup la puissance depuis maintenant un gros 15 ans, 10 ans, sans aucun doute, qui est le déterminant numéro 1 quand on fait des prescriptions d'entraînement. Je m'entraîne en l'occurrence en ce moment 12 heures par semaine en vélo depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et je le fais avec des capteurs de puissance qui sont dans mes pédales. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a de mieux en vélo. Mais là, je vais tout de suite annoncer ce qui est ma première réponse à la présentation de Jean-Frédéric et Samuel. En vélo, on utilise la puissance, non pas parce que c'est ce qu'il y a de mieux, mais parce qu'on n'a rien d'autre de mieux. Tandis qu'en course à pied, c'est exactement l'inverse. On a quelque chose de mieux. Bon. En vélo, ce qu'on fait, c'est qu'on établit généralement le FTP. Le Fastest Threshold Pace, c'est la vitesse la plus rapide qu'on peut tenir en termes de wattage sur une heure. Et on prescrit les zones d'entraînement en fonction d'un pourcentage du FTP. Moi, pour reprendre encore mon cas en exemple, là, je peux vous parler de moi, je ne parlerai pas des autres, j'ai un FTP à 264 watts, donc je pourrais pousser un 264 watts pendant une heure. Et soit dit en passant, c'est vrai, Jean-Frédéric l'a bien mentionné, il faut parler en watts par kilo, parce que c'est pas la même chose selon ton poids corporel. Donc moi, ça revient à dire que je suis à peu près à 4 watts par kilo. Ben, quand je fais des entraînements en vélo, je peux me prescrire des intervalles ou même des rides, des séances de récupération en fonction d'un pourcentage de mon FTP. À 180 watts, donc un peu moins dans mon cas, à 2,7, 2,8 watts par kilo, je suis dans une sortie de récupération. Tandis que quand je suis à 120% de mon FTP, mettons que je fais un 5 minutes à 300 watts, ben, je suis clairement dans une zone difficile. Mais vous savez quoi? C'est extrêmement incomplet en vélo comme mesure. Parce que deux personnes qui ont le même wattage, ou mieux, qui ont le même nombre de watts par kilo, ne vont pas aller à la même vitesse. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'aérodynamisme. Si
ton corps fait face au vent parce que tu es large puis tu es gros, tu es dans une position qui n'est pas très optimale pour couper le vent, tu vas être extrêmement ralenti. C'est 80% le corps du cycliste comme effet sur l'aérodynamisme. Donc, en vélo, le FTP, super cool en montant. Parce que là, les effets de résistance de l'air, de frottement contre le sol par les roues, la résistance des roues, par tout ça, c'est beaucoup moins important en montant. Où là, ça devient juste une question de poids et de puissance. Mais pour le restant du temps en vélo, le wattage est super incomplet. C'est juste la moitié de l'équation. Parce qu'il manque la vitesse liée à l'aérodynamisme. Si, en vélo, il y avait la possibilité d'établir un coefficient qui joindrait ensemble puissance et aérodynamisme, ça serait la mine d'or. Parce que là, on aurait quelque chose de complet, prédictif des performances et pleinement utile pour prescrire des zones d'entraînement. On n'a pas ça en vélo. On ne peut pas tenir compte de la vitesse en vélo. Ça dépend de la pente, ça dépend de la chaleur, ça dépend du vent, ça dépend de trop de facteurs. On ne peut pas s'entraîner avec la vitesse en vélo. On est obligé de se limiter à des mesures de puissance. Et vous savez quoi? La beauté, c'est qu'au moins en vélo, on en a des mesures de puissance. Les capteurs sont aux pédales, sont au pédalier, sont au corps de cassette, au hub en arrière. Donc, c'est des mesures quasi directes de l'application de la puissance, là où elle a un impact sur, ensuite de ça, le travail, c'est-à-dire le vélo qui roule et qui nous permet d'avancer. Est-ce qu'il viendrait à un cycliste l'idée de se fier en entraînement à des sensors de cadence et de vitesse pour, par un algorithme, évaluer ce que c'est sa puissance? Non. Il n'y a aucun cycliste qui irait dans ce sens-là. Je m'entraîne en ce moment beaucoup en vélo virtuel sur Zwift. Et il y a des gens qui sont installés dans leur sous-sol, dans leur salon, avec un vélo et ils n'ont pas de capteur de puissance. Ce qu'ils ont pour utiliser la plateforme de vélo virtuel, c'est justement des capteurs de vitesse et de cadence. Et à partir de ça, la plateforme Zwift, qui est un logiciel interactif en ligne, calcule selon un algorithme la puissance. Savez-vous quoi? Quand on est dans le jeu là, avec les autres cyclistes sur l'écran, leurs mesures ne sont pas fiables. Mais vraiment pas fiables. Pourquoi? Ben, parce que c'est trop théorique. La beauté du vélo, c'est qu'on peut en pratique avoir une mesure de la puissance directe. Mais les cyclistes, si on leur disait, on vous enlève les capteurs de puissance, puis on vous remplace ça par quelque chose de théorique basé sur un algorithme en mesurant quoi? La vitesse et la cadence, ils diraient non. Ils diraient ben non. On a quelque chose de fiable qui permet de s'entraîner en puissance en vélo. En course à pied, on ne l'a pas. Il serait possible d'avoir en course à pied des capteurs de puissance fiables. Comment? Bien, maintenant qu'on a les Nike Vaporfly, avec une grosse semelle avec un foam qui permet des 50 mm, on pourrait envisager l'insertion de capteurs de puissance à l'intérieur de la semelle. Autrefois, il n'y avait pas des semelles assez épaisses pour mettre un capteur, mais maintenant, on pourrait mettre des capteurs de force directement dans la semelle. Comme en vélo, moi, directement dans mes pédales. Mais pourquoi ça ne sera pas fait? Pour une raison super simple. Ça coûterait super cher. En fait, les pods actuels qui permettent par un algorithme de calculer très théoriquement la puissance en course à pied, comme Jean-Frédéric a, ça coûte pas cher. 200, 300, même si c'était 400 $. Un capteur de puissance en vélo, c'est 1000, 2000, 3000 $. Mettons 1500. On n'est pas dans le même ordre de grandeur. Un capteur de puissance, c'est une technologie hautement plus pointue qu'un truc qui indirectement capte la puissance. Donc, c'est pas pour rien que le coût change. Donc, en courant, on pourrait mettre des vrais capteurs de puissance dans les souliers. Je vois bien comment technologiquement, ça serait pas très difficile. Avec maintenant les nouvelles semelles qui ont du bon fond.
mais la chaussure ne durerait pas plus longtemps. Est-ce que les gens voudraient vraiment acheter des souliers à 2000 $? Tu sais, la Vaporfly Next pour 100 ou la AlphaFly, plus capteur de puissance intégré, pour 2000 $. Pour savoir qu'après 500 km, la chaussure est finie? 2000 $ la paire de chaussures pour 500 km? Il faudrait être capable d'enlever le capteur de puissance puis le mettre dans une nouvelle chaussure. Peut-être que ça va en venir là. Puis quand ça va en être là, je vais être pas mal plus intéressé à la question de la puissance en course à pied. Mais en attendant, c'est une mesure indirecte qui vaut pas grand-chose. Gardons que c'est une mesure théorique. Je sais ce que Jean-Frédéric a dit là-dessus dans la présentation. Je vais y revenir. Donc en vélo, qu'est-ce qu'il aimerait avoir? C'est une mesure de la vitesse en raison de l'aérodynamisme, combinée à une mesure du travail en termes d'effort exprimé en puissance. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est deux variables. Ils ne sont pas capables, ils en ont juste une. Nous, en course à pied, on a quelque chose qui contient plus qu'une variable. On a la VMA, ou la VAM, la vitesse aérobique maximale. La vitesse maximale aérobique. C'est quoi la vitesse aérobique maximale? C'est une mesure cardiovasculaire qui tient compte de quoi? Du VO2 max. Qu'on a pu traduire ensuite de ça directement en tenant compte de l'allure de course que ça génère. C'est que c'est quoi? C'est une variable d'une filière énergétique aérobique, qui tient compte de quoi? D'un maximum à l'effort qu'on peut produire au niveau énergétique, métabolique, mais qui donne quoi? Une certaine vitesse ou une certaine allure. Donc ici, c'est pas juste un VO2 max. C'est le VO2 max, mais en tenant compte de facteurs biomécaniques, en tenant compte de différents facteurs d'économie de course, qui nous permettent de fournir une vitesse. Donc, la vitesse maximale aérobique, c'est deux valeurs qu'on a. C'est donc une prédiction du potentiel de performance à partir de deux indices. Il n'y a aucun autre sport d'endurance que ça. Ni le ski de fond, ni la natation, ni le vélo, ni le patinage longue piste. Il n'y a aucun sport d'endurance qui est capable d'avoir un élément prédictif qui contienne deux valeurs. Il y a juste la course à pied et c'est quasiment un hasard magique qui fait qu'on est capable d'accoler vitesse et filière énergétique. Si en vélo il y avait ça, ce serait l'équivalent d'avoir une mesure à la fois de la puissance et de l'aérodynamisme. Nous, on a un effet biomécanique combiné à un effet cardio-respiratoire, un effet cardio-respiratoire associé ici à une valeur énergétique, c'est-à-dire la zone aérobique. Hey, on est gros dur en course à pied. C'est qu'enlever la VMA, puis plutôt aller du côté de la puissance, ça serait, au moment où on se parle, cracher sur ce que les autres sports rêvent d'avoir, pour se rabattre sur quoi? Sur une mesure qui, en plus, est une mesure approximative parce qu'elle reste théorique au moment où on se parle. C'est pas une mesure de la puissance directe. Pourquoi on irait vers la puissance? On est mieux équipé que les autres sports. Donc, des fois, on s'en rend pas compte. L'herbe est plus verte chez le voisin, mais c'est pas vrai. Le vélo utilise la puissance parce qu'ils n'ont rien d'autre. C'est pas parce que c'est mieux. Nous, on a mieux. C'est les autres sports qui voudraient être dans notre situation. Mais des fois, on oublie qu'on est riche de quelque chose. Donc, ma première réponse, en quelque sorte, c'est de rappeler à quel point la VMA, est-ce qu'on a mieux? Ça a ses limites. Moi-même, si je t'intéressais à la puissance, comme à d'autres approches, c'est parce que je vois les limitations d'une utilisation de la VMA pour prescrire les entraînements et prédire les performances. Mais il n'y a rien de mieux. Bon. Cela dit, quelques petites remarques très rapides. Dans la vidéo, Jean-Frédéric disait maintenant qu'un des problèmes qu'on a, c'est la limitation avec la VMA liée au GPS.
Le GPS n'est pas toujours fiable selon où on est. Donc, notre prescription par une allure d'entraînement est tributaire de la qualité du GPS. Fuck le GPS! Je veux dire, quand tu fais un entraînement sérieux, là, tu t'arranges pour être sur un parcours mesuré, là. Moi, ce que ça me dit juste, c'est la trop grande importance qu'on donne depuis l'arrivée des GPS au GPS. On s'entraîne avec la vitesse aérobique maximale bien avant l'arrivée des GPS. Moi, je m'entraînais comme ça déjà il y a 20 ans, puis je n'avais pas de GPS. Ça n'existait pas de mon GPS. C'est arrivé autour de 2007-2008, vraiment les montres GPS. Puis c'est vraiment dans les années 2010 en montant. Auparavant, on utilisait la vitesse maximale aérobique pareil. Il faut juste mesurer ses parcours un peu d'avance. Il faut juste, quand on fait des entraînements spécifiques, savoir où on les fait. Bon. Il y a la question du dénivelé. Parce que là, c'est vrai qu'il y a une très forte limitation à utiliser l'allure, la vitesse maximale aérobique, pour faire des entraînements quand il y a du dénivelé. J'aimerais vérifier la qualité du pod pour Stride, là, mettons la compagnie, pour calculer la puissance sur un terrain accidenté. Parce que moi, j'en ai des pods avec des accéléromètres intégrés, puis quand je change ma mécanique de course et que je suis non plus en ligne droite avec une cadence régulière, mais vraiment, vraiment irrégulier, comme sur un parcours technique de trail, mes accéléromètres, ils ont bien du mal. Ils sont pas calibrés pour quelque chose de irrégulier. Donc, je serais curieux de voir c'est quoi la fiabilité pour l'aspect répétable ou comparable des wattages que donne, je veux pas mettre capteur de fréquence mètre, mais l'outil qui détermine une puissance par un algorithme que Jean-Frédéric a quand on est sur un terrain qui demande justement une mécanique de course complètement variable et irrégulière. Mais quand on est sur un terrain régulier, je vois pas l'intérêt. Bon. Il reste que quand il y a un gros dénivelé, c'est vrai, on ne peut pas s'entraîner en fonction de l'allure. Ça n'a pas de sens. Puis pour toutes sortes de raisons, les entraînements en fonction des fréquences cardiaques, c'est pas mal de la boîte selon moi. Donc, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que quand on est sur un terrain où le GPS, c'est pas une option, où la montre cardio fréquence mètre n'est pas trop une bonne option, ça ne l'est jamais, puis qu'on ne peut pas prescrire en fonction de la VMA parce que ça n'aurait pas de sens, ben la puissance est une belle alternative. Tout le restant du temps, je vois mal. Bon. Cela dit, c'est une puissance qui est calculée de façon théorique, puis les mesures que Jean-Frédéric nous donnait en sont la preuve. Quand il nous disait que, par exemple, son travail en endurance fondamentale était autour de 250 quelques watts, moi j'ai failli m'étouffer parce que j'ai dit wow, 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 wow. Jean-Frédéric l'a bien dit, là, c'est pas une mesure exacte, c'est une mesure de lui par rapport à un outil qui lui donne toujours, par rapport à lui, une mesure qui est cohérente, mais elle n'est pas objectivement réelle. S'il est à 250 watts pour une sortie au jog, c'est pas possible. Comme je vous disais, je suis meilleur en vélo qu'en course à pied. J'ai un FTP à 264. Puis Jean-Frédéric est un petit peu plus léger que moi. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à 250 watts, là, il est, en- il est dans une intensité probablement d'un 10 km de compétition. Donc, excuse-moi Jean-Frédéric de te le dire, mais ton endurance fondamentale en vélo, elle serait probablement autour de 160 watts. Fait que 250, là, c'est un effort de compétition assez solide, là. Probablement 10 km. Euh, Probablement que, tu sais, compte tenu de ton poids, je connais pas ton niveau en vélo, tu sais, on peut quand même dire que sur des capteurs de puissance en vélo, on verrait que très réellement, ton endurance fondamentale devrait être autour de 160 watts à peu près. Probablement que ton effort sur un demi-marathon serait à 100, peut-être 200 watts sur un demi-marathon. Un petit peu en bas de ça, j'imagine, à 3,5 watts par kilo pour un marathon. Puis quand on passerait comme un 5 km, on irait probablement à quelque chose comme 240
250 watts peut-être. Ça serait raisonnable d'envisager ces valeurs-là. Parce que des valeurs en haut de 300, ça s'appellerait du sprint. C'est probablement 300 ce que tu peux tenir sur un 1500 mètres. Sauf preuve du contraire, tu es peut-être un cycliste professionnel qui s'ignore. Mais pour remettre les choses dans des barèmes plus objectifs, ça nous dit que l'outil est effectivement pas fiable. D'un point de vue véritable, je pourrais dire ça, là, c'est une mesure indirecte. Donc, à la question de Jean-Frédéric, je ne sais pas si ça mesure vraiment mon wattage, mais pour moi, ce que ça me dit, c'est ça que Jean-Frédéric, c'est d'un entraînement à l'autre, est-ce que je suis similaire ou pas, puis ça me permet de prescrire mon entraînement en fonction d'une variable qui, elle, est toujours constante. Ça, oui, mais ce n'est pas une valeur réelle. Donc, au final, j'en conclus quoi? Personnellement, que ça va être intéressant d'utiliser la puissance en course à pied quand on va en avoir en calcul direct et non théorique dans les souliers. Ce qui ferait des souliers à 2000$, mais si on peut enlever le capteur et le mettre dans un nouveau soulier la fois suivante, moi je serais prêt à faire la dépense éventuellement. Payer 1500$ pour un capteur qui serait dans le soulier, que je changerais de soulier quand la paire est rendue désuète, je pourrais être à l'aise avec ça. Mais ça ne changera pas qu'on va vouloir mettre un accéléromètre dedans puis essayer d'avoir une mesure en même temps de la vitesse, surtout que nous, on a la VMA, donc on va vouloir ajouter un troisième facteur. On inventera peut-être une nouvelle unité de mesure pour en tenir compte, parce qu'on ne voudra pas cracher sur la VMA. On a deux éléments dans la VMA. On est le seul sport d'endurance qui a ça. Les autres sports d'endurance, ils se basent sur quelque chose qu'ils ont ou quelque chose qui leur parle, comme la technique en natation. Le vélo, c'est parce qu'ils n'ont rien de mieux. On s'entend? C'est pas... Bon. Donc, au moment où on se parle, je vois les intérêts de la puissance à long terme. Mais j'irai pas investir 300$ pour quelque chose qui me donne une valeur théorique, à moins que, je le répète une dernière fois, je sois un spécialiste de la trail, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à part la perception de l'effort, qui est très subjective pour s'entraîner dans les zones adéquates. Utiliser la puissance, c'est probablement quelque chose de mieux que l'échelle de Borg. Puis, peut-être mieux aussi que les fréquences cardiaques. Jean-Frédéric le disait, il y a un délai dans les fréquences cardiaques entre le début de l'effort puis l'atteinte de la zone, sans parler que c'est très fluctuant, les fréquences cardiaques, selon un paquet de choses qui n'ont rien à voir avec l'effort, si on parlait, mettons, en puissance qui est délivrée. Donc, je pense que c'est vrai que c'est une mesure objective qui est peut-être plus intéressante pour les courses avec un haut dénivelé, et j'irais même, à dire, un haut dénivelé qui n'est pas sur route. Mais pour tout le reste, on a mieux en attendant d'avoir mieux, selon moi. Donc, à ces réflexions-là, qui n'enlèvent rien à ce que Jean-Frédéric et Samuel ont pu dire, je serais curieux d'avoir la réplique. En somme, mon commentaire, c'est que c'est pas au point. C'est juste ça mon commentaire. C'est que c'est pas au point. Puis j'irai pas là parce qu'on a mieux pour l'instant. Donc, c'est pour ça que j'irai pas sur la puissance en attendant que la technologie évolue jusqu'à des... Je fais juste une dernière parenthèse. Quand c'est sorti Stride, j'ai lu ça dans une revue, Zatopek, et j'ai tout de suite écrit à la compagnie pour en savoir plus, parce que j'étais intéressé. Puis j'étais amèrement déçu quand j'ai vu que, dans le fond, ce n'était qu'un calcul théorique. Quand j'ai vu que c'était un algorithme. Pour moi, ça m'a dit que c'est pas un calcul, c'est pas la puissance. Je dis, le rêve, c'est des capteurs de force. Ils ont, en France, à l'Institut national des sports, à l'INSEP, ils ont une piste de 200 mètres intérieure avec, sur un corridor, des capteurs de force mis à tous les 10 centimètres. Donc, ils sont capables, coup du hasard, l'athlète met son pied trop souvent sur les capteurs, qui sont des plaques, en fait, de grosso modo 30 cm par 30 cm. Ils sont capables de calculer sur 200 mètres c'est quoi la force que l'athlète déployait au sol quand il courait. Wow! Quand j'ai entendu parler de ça, il y a comme maintenant 15 ans, je me suis dit, ça serait donc bien hot si on avait ça, mais en temps réel, dans les souliers.
quand Stride est sorti, je me suis dit, est-ce qu'on l'a enfin? Puis là, j'ai été un peu déçu en voyant que non, c'est juste une mesure indirecte. Donc, c'est même moins intéressant que ce qu'ils ont en vélo. Puis en vélo, c'est juste un pis-aller parce qu'ils n'ont pas plus. Donc, nous, en course à pied, ben, je pense qu'on a mieux. Donc, je prends vos commentaires, je prends vos questions.